Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kowloon Generic Romance. On est pratiquement aux trois quarts de la série. Il reste plus beaucoup d'épisodes pour conclure toute cette histoire. Et je sais pas trop quoi penser de cet épisode parce qu'il était bien en soi, mais il ne nous apprend rien que je dirais qui est révolutionnaire pour la série. C'est un épisode qui va principalement se concentrer sur Miyuki. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on apprend à découvrir le personnage. Et quand je vois le début de la série et maintenant, bon bah c'est plus du tout le même personnage, quoi. Maintenant qu'on l'a humanisé, maintenant qu'on comprend mieux qui il est, ce à quoi il aspire, bah c'est vrai que du coup, il est beaucoup plus humanisé et on s'y attache, quoi. On ressent... Même moi, personnellement, je ressens de l'empathie pour ce personnage-là. Bon, après, je fais partie des gens pour qui Akito dans Foot Basket, c'est un de mes personnages préférés. Donc peut-être que ça joue aussi, mais qu'est-ce qu'on découvre dans cet épisode-là? On va voir un petit peu la relation entre Miyuki et Gwen. Donc, ils se sont globalement rencontrés dans un bar à l'extérieur de Kowloon, à Hong Kong peut-être. Et chose très intéressante, au moment où ils se sont rencontrés, il y avait une petite émission à la télé qui expliquait que c'était la société Elinuma qui avait détruit Kowloon. Ça, c'était un détail qu'on savait pas. On savait qu'elle avait été détruite, Kowloon numéro 2. On apprend également que c'était une réplique illégale de la ville de 94, apparemment reconstruite par ses propres habitants. Bon, j'ai un peu du mal à comprendre sur le principe comment ça marche. Bon, déjà, reconstruire une ville, j'ai déjà du mal à comprendre comment ça marche en termes de logistique. Une ville aussi particulière que Kowloon, d'autant plus. Mais donc, on apprend quand même des trucs. Je dois être honnête, je dois être honnête. On apprend quand même que bah, donc la ville de Kowloon, c'est la société Ebinoma qui l'a détruite. Donc ça enterre l'idée d'un tremblement de terre a priori ou autre. Ou alors c'est un cover-up. C'est pas impossible que la société ait revendiqué ça pour cacher autre chose. Puisqu'on en... On parle toujours pas de générique Terra à l'extérieur, donc voilà, il reste encore pas mal de mystères à élucider. Et il y a peut-être ça aussi qui fait que cet épisode m'embête un petit peu, c'est que je pense avoir réalisé que bah, tout le mystère c'est cool, commencer à avoir des réponses et commencer à aller jusqu'au bout de l'histoire, ah ça enlève peut-être un petit peu de l'attrait qu'avait la série à la base. Mais bon, c'est aussi ce serait hypocrite pour moi de dire ça parce que j'arrête pas de me plaindre des séries qui ne marchent que sur leur mystère sans vraiment me donner de réponse. Surtout quand c'est des séries aussi longues que One Piece par exemple. Donc c'est peut-être un peu hypocrite de ma part, mais c'est vrai que là du coup, avoir les réponses, j'ai peur en fait que les réponses ne soient pas aussi satisfaisantes. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai à l'heure actuelle, mais on verra bien une fois que la série sera terminée. Vu que le manga est pas terminé en plus, voilà, j'appréhende un petit peu tout ça. Mais bon, donc voilà, donc on voit la première rencontre entre Gwen et Miyuki, donc dans un bar. Et en gros, Gwen a directement flirté avec lui. Et Miyuki, très rapidement, en fait, a répondu à ses avances. Ils ont couché ensemble dès le premier soir, quoi. J'aime beaucoup parce qu'il se dit, oui, mais on vient à peine de se rencontrer et tout. Mec, vous avez couché ensemble, je pense que les détails, on s'en fiche à ce stade-là, quoi. Alors après, c'est peut-être moi, hein, mais j'estime que ça fait partie des trucs parmi les plus intimes que tu peux faire avec quelqu'un. Donc à partir de là, l'importance du reste, voilà. Donc parce que du coup, donc Miyuki nous précise donc effectivement qu'il a des organes féminins et masculins. Alors c'est pas très clair du coup comment ça se comment ça se manifeste parce que visiblement Gwen a été capable de voir les organes féminins, en tout cas la partie féminine de Miyuki. Ça impliquerait potentiellement qu'il a rien entre les jambes puisqu'on voit pas de poitrine. Donc c'est un petit peu la seule chose réellement physique qui peut différencier un homme et une femme, quoi. C'est ce qu'on appelle les traits sexuels secondaires qu'on développe à la puberté. Mais donc voilà, parce que ce qu'il nous explique du coup, c'est que donc
Gwen, semblerait-il, est plutôt côté gay, du coup, puisqu'il a dit, bah, si tu ressemblais à une femme, j'avoue que je t'aurais pas abordé. Ok. Mais ça mis à part, il s'en fiche un petit peu du genre, du sexe que peut bien avoir Miyuki. Euh, il apprécie tellement, ouais, il apprécie tellement sa personnalité en fait que en soi, peu importe, quoi. Il pourrait très bien tomber amoureux de lui comme ça. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé par la suite. On a une certaine Miyuki se reflète beaucoup sur du coup qui il est et qu'est-ce qu'il est. Il se considère comme un être imparfait, un être raté, et on ne sait toujours pas concrètement les origines de sa conception. Mais il va parler un petit peu dans cet épisode de sa mère. Donc, est-ce que c'est, j'allais dire, est-ce que c'est la femme légitime de son père? Si on en croit les rumeurs, a priori, il serait plutôt du côté légitime, donc avec une autre femme. Donc, il y a pas mal de trucs, il faut encore qu'on sache, quoi. Et comment ça se fait que lui et Yulong ont pu grandir à Kowloon? Vu les liens, enfin, j'ai du mal à voir son père et sa société de son père s'intéresser à une ville comme Kowloon. Mais bon, voilà, c'est peut-être moi qui réfléchis peut-être un peu trop. Donc voilà, donc en fait, il est touché par le fait que Gwen, c'est le premier qui questionne pas des masses qui il est, en fait, qui l'accepte pour ce qu'il est, pour la façon dont il se présente, et basta, quoi. On a une petite interaction entre deux, alors qu'ils sont en train d'aller jusqu'à un autre bar et autres, où en gros, donc, Miyuki arrive parfaitement à disséquer la personnalité de Gwen, puisqu'il dit oui, je suis juste un homme à tout faire faucher, machin, qui a plus de baraque ni rien. Mais apparemment, Miyuki arrive à voir au-delà de ça, comprend qu'il n'en pense pas un mot, et qu'il trouve ça en fait, comment dire, irrespectueux envers lui-même et envers la personne à laquelle il s'adresse, de ne pas accepter réellement qui il est. C'est comme ça du coup que ça va se jouer là. Voilà, on a Miyuki du coup qui va avoir un espèce de vertige, alors qu'il est justement en train de naviguer dans des allées. Alors, il mentionne le docteur Wong. Je me demande si c'est pas censé être le médecin qu'il a rencontré dans l'épisode d'avant. J'ai pas trop fait gaffe au nom, mais du coup, ça sous-entendrait qu'il est aussi à Kowloon, donc il a aussi un double. Sachant qu'il est contre le projet et tout. Bref, il y a encore plein de questions. Et voilà, donc il va être secouru heureusement par des femmes, par des dames qui travaillent dans un cabaret à proximité. Et en fait, il va finir par retomber sur Reiko, qui apparemment se balade dans le coin, on sait pas trop comment. Et ils vont avoir un petit peu une discussion. Ça me fait beaucoup rire que Ebinuma, elle a aucun problème à lui poser des questions, mais alors Kudo, quand il s'agit vraiment d'avoir des réponses, quand il est prêt à lui donner, non, ça veut pas. Bon, pourquoi pas. Donc elle lui demande du coup, bah, est-ce que c'est un clone, est-ce que c'est une zirconienne, qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans l'ensemble. Et semblerait-il que Reiko n'est ni un clone ni un zirconien. Elle est un petit peu cette espèce d'anomalie en fait par rapport à Kowloon. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'elle a été créée après, semblerait-il, la mort de son original, on va dire, donc il décide de l'appeler un être générique. Bon, est-ce que c'est ça du coup qui a fait que quand il a reçu ces données physiques, je crois que c'était épisode 2 ou épisode 3, quelque chose comme ça lui a montré du coup qu'elle était un sujet apte, puisque c'est un sujet générique. On a encore plein de questions sur quel est le projet on sait qu'il veut se venger de son père et a priori réussir à recréer son fils, mais sans ses souvenirs, pour réussir à se venger de lui. Bon, sur le principe, ok, il n'y a pas de problème, mais on ne sait pas encore très bien au niveau de la technologie. Je veux dire, comment est-ce qu'ils sont capables d'utiliser des clones? Quelle est la technologie de cet univers-là? Et par rapport à Generic Terra, enfin, il y a plein de trucs encore. On manque de pièces pour avoir vraiment le visuel total de la série, je trouve. Et donc voilà, donc en fait, il va lui dire que bon bah, même si elle a plus ses souvenirs, c'est pas grave, elle a des gens qui l'acceptent comme elle est, elle a des amis, elle a des gens qui voilà, qui parlent avec elle comme si tout était normal, donc qu'en fait, il ne faut pas qu'elle se focalise sur le fait qu'il y a que si Kudo l'accepte que elle pourra devenir la version absolue d'elle-même. En fait, faut qu'elle s'enlève ça de la tête, quoi. Du coup, Kujirai pense un petit peu à déménager.
Bah, elle se dit, bah oui, écoute, ce serait plutôt une bonne idée, sauf que elle décide de ne pas, comment dire, elle ne veut pas s'occuper de l'appartement elle-même, en fait. Elle se dit, bah, je suis quelqu'un de différent de la Kujira Hireko d'origine, donc il vaut mieux que ce soit Kudo qui se charge de tout ça. Ce qui est pour le coup très honorable de sa part, pour le coup, même si bon, elle aurait bien envie de garder quelques trucs. Et alors qu'elle a décidé de faire ça, et bah Kudo va venir la voir à son appartement quand il est quasiment minuit, puisqu'en fait, bah, le 30 août, visiblement 30-31, c'est l'anniversaire du décès de Reiko. Voilà, donc c'est pour ça il vient un petit peu la voir. C'est pas très clair si ce qu'il avait besoin de la voir son visage ou autre, est-ce qu'il avait besoin d'un peu de soutien. C'est pas très clair concrètement ce qu'elle voulait, mais Kujira lui dit qu'elle ira nulle part. Et du coup, ça enrage un petit peu Yaome, Yaome quand elle la voit le lendemain, puisque du coup, bah, elle lui avait dit qu'elle voulait partir, et puis au final, même si elle comprend que bon, c'est l'anniversaire de la mort de sa fiancée, voilà, on sait, je crois pas qu'on sache concrètement combien de temps se sont écoulés depuis les événements de la timeline d'origine, si on veut, puisque bah, ils ont le même âge a priori. Donc est-ce que ça ferait juste un an du coup? Et je comprendrais d'autant plus du coup que ce soit aussi important. Mais voilà, il y a encore des petits détails qui sont pas très très clairs, quoi. Parlant de Kudo, il est particulièrement absent dans cet épisode-là. On va juste le voir, on va surtout le voir au début de l'épisode en fait, puisque euh, comment dire, donc il va retrouver Gwen et tous les deux vont se dire ah, t'es bien l'original et tout. Donc jusqu'à quel point est-ce que Kudo est au courant de ce qui se passe? En fait, mon problème, c'est que j'ai l'impression que Kudo n'est pas nécessairement consistant dans sa caractérisation depuis le début de la série. Donc, je suis pas, j'ai des questions par rapport à tout ça. Mais en gros, il considère que bon, bah, s'il se souvient de Kujirai, c'est que c'est lui l'original, quoi qu'il arrive. Donc, a priori, ce mystère ne devrait pas empiéter sur le reste de l'histoire. Mais du coup, voilà, ils ont leur retrouvaille et ils sont très heureux de se revoir l'un comme l'autre. Miyuki, Gwen lui dit du coup bah, qu'il a quelqu'un, mais qui vient de se faire jeter, mais qui veut pas l'abandonner, ceci, cela. Et en gros, il essaye un peu de convaincre Kudo de partir de Kowloon, puisque du coup, bah, la ville n'est pas normale, il y a quelque chose qui tourne pas rond, même s'il n'est pas capable de dire exactement quoi. Et du coup, Kudo ne veut pas, et il lui balance une réplique sur le fait est-ce que tu connais vraiment ton partenaire, puisque c'était quelque chose que Gwen lui avait dit dans le passé. En fait, ils ont eu une discussion avant que Kudo ne demande Kujirai en fiançailles. Et voilà, il lui a dit bah, je veux marquer le coup parce que le Kowloon qu'elle aime tant va disparaître, ce genre de choses. Et Gwen, il avait l'air d'être un petit peu sceptique par rapport à tout ça, quoi. Et on ne sait pas jusqu'à quel point est-ce qu'il sait ce que pensait vraiment Reiko à l'époque. Puisque, premier gros twist, entre guillemets, mais qui confirme ce que j'avais déjà pressenti et j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Mais en gros, on découvre que donc le docteur qui a ausculté Miyuki était également le docteur de Reiko. En fait, c'est Yulong qui veut regarder un petit peu dans les dossiers et autres, qui essaye d'en savoir un petit peu plus. Et le docteur explique que bah, il a pas réussi à l'aider, que la seule fois où il a pu l'examiner, en fait, c'est quand elle était déjà morte. Bon, ça c'est pareil, c'est pas très clair de ce que ça veut dire, quoi. Est-ce que, comment dire, jusqu'à quel point, comment expliquer ce que j'ai dans la tête? C'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'elle voyait un médecin? Est-ce que c'était pour ses problèmes de vision? Potentiellement, ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre de l'ordre mental? Puisque ce qu'on découvre dans cet épisode-là, c'est qu'effectivement, comme je l'avais suspecté, même si c'était pas c'était qu'une supposition parmi tant d'autres, semblerait-il que la mort de Kujirai, c'était un suicide. Ce qui implique énormément de choses, elle avait quand même accepté de se fiancer avec Kudo a priori. Mais ça va aussi avec le fait que Kujirai avait trouvé sa bague cachée derrière des bouquins. Et ça va aussi avec le fait que bah, personne ne s'y attendait, que Kudo potentiellement se sent coupable. Enfin, voilà, ça explique beaucoup de choses. Et du coup, ça me donne encore plus.
Ce qui veut dire quand même qu'a priori, si c'est effectivement bien un suicide, ça veut dire qu'au moment où elle a discuté avec Gwen par rapport au fait que sa vie n'aurait pas de fin ni de continuation, c'est qu'elle y pensait déjà très fortement. Et jusqu'à quel point est-ce qu'ils étaient déjà fiancés ou pas, c'est pas clair non plus. Donc voilà. Est-ce que la mort de Kowloon a, comment dire, a représenté la mort de Kujirai? Et est-ce que potentiellement c'est pour ça que, avec Kowloon qui semble être plus ou moins de retour, bah, a ramené Kujirai avec lui? Ce que je veux dire, c'est jusqu'à quel point est-ce que la ville de Kowloon en elle-même, plus que Generic Terra, puisqu'a priori Generic Terra n'existait pas encore au moment de la mort de Kujirai, pour tout ce qu'on en sait, en tout cas, tous les indices ont l'air de pointer vers ça. Si vous avez regardé ou lu Clannad, je me demande s'il n'y a pas une espèce de relation un petit peu comme ça entre Kujirai et la ville de Kowloon. Que les deux soient intrinsèquement liés, d'une manière ou d'une autre, et que la mort ou la survie de l'un implique celle de l'autre. Voilà, c'est pas très exactement très clair, mais en tout cas, si l'option est évoquée, je l'aurais mentionné. Voilà. Et dernier gros plot twist qui, pour le coup, je l'avais un petit peu moins vu venir, mais c'est parfaitement logique et l'option m'était venue en tête un peu quand même. C'est que donc Kujirai et Yaome vont décider de quitter la ville de Kowloon pour aller faire un petit peu de shopping à Hong Kong, pour en gros aller chercher du tissu parce que Reiko se dit bon, moi j'aimerais bien finalement des rideaux à motifs, puisque Yaome lui dit bah écoute, si tu décides de rester à cause de Kudo, tu peux au moins essayer de redécorer un petit peu l'appartement, voilà, on sait jamais. Sauf qu'en fait, alors qu'elles sont prêtes à quitter la ville, Gwen va la rattraper, va l'empêcher de sortir. Donc il s'est fait livrer une pizza parce qu'apparemment il en a marre en fait, parce qu'il mange que des barres protéinées apparemment depuis qu'il est là, puisque Miyuki lui a interdit de manger de la nourriture de Kowloon parce que concrètement c'est pas ce que c'est. Donc je peux comprendre. C'est le machin a recréé toute une ville, même de la nourriture, des machins. Je peux comprendre que tu sois un peu méfiant quand tu sais qu'il se passe quelque chose de plus gros derrière, quoi. Et en fait, il s'est fait livrer une pizza et le livreur arrive à ce moment-là. Sauf que ce qu'on va très rapidement découvrir, en fait, bah, c'est qu'il ne voit pas Raiko. Il ne voit pas Kujirai. Il ne l'entend pas. Et surtout, lui ne voit pas Kowloon non plus. Il voit les ruines. Il voit le véritable état de Kowloon. Bon, j'ai un petit peu du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils auraient détruit la ville, mais pas entièrement, et qu'ils auraient laissé des ruines. Enfin, c'est encore un peu bizarre aussi à ce niveau-là, mais a priori pour moi quand tu détruis une ville, on a bien vu que Kowloon reste encore à moitié debout. Pour moi, ça c'est pas détruire, c'est que t'as fait le travail à moitié pour le coup. Ou alors effectivement, c'est que c'est pas la société Ebinuma réellement qui a fait ça et c'est plus une catastrophe naturelle. Je pose ça là. Mais du coup, la conclusion à laquelle on en vient dans cet épisode-là, c'est que bah ouais, peut-être qu'à l'intérieur de Kowloon, elle est vivante, elle mange, elle parle, elle fait plein de trucs. Mais est-ce qu'elle sera capable d'exister à l'extérieur de Kowloon? Est-ce qu'elle est en capacité de quitter Kowloon? C'est honnêtement, moi, quand sur la fin de l'épisode, j'étais prête à me dire que quand elle allait quitter la ville, elle allait disparaître en fait. Et que Yaome allait se retrouver toute seule et qu'on allait perdre Reiko. J'étais vraiment en train de me dire ça, quoi. Mais apparemment non. Et là, l'épisode se termine avec Reiko qui fait un petit pas en arrière. Visiblement, elle a compris que... Parce que Gwen leur explique un petit peu deux, trois trucs sur la ville, sur la situation. Et ouais, Yaome, elle est pas d'accord avec tout ça, quoi. Ça lui fait trop mal au cœur de se dire, mais je parle avec elle tout le temps, c'est ma meilleure amie et tout. Bah oui, mais a priori, elle peut exister que là, quoi. Et on sait pas exactement pourquoi, ni comment. Donc voilà, c'était pas un épisode particulièrement riche au niveau du mystère. Ça confirme des suspicions qu'on avait déjà, sans forcément repartir sur quelque chose de fou. Bon, je le dis comme ça, parce que je vais m'en vouloir si jamais ça arrive. Quand on avait vu Miyuki qui consultait le médecin et qui lui demandait s'il pouvait avoir des enfants, il lui a dit qu'a priori non, même si il est intersexe et hermaphrodite, quelque chose de totalement à part, a priori il n'est pas capable d'avoir des enfants. Je pose ça là. Est-ce que Miyuki ne serait pas enceinte? Je sais pas, le fait qu'il ait perdu conscience et qu'il se soit évanoui, il y a un coup de chaleur et tout, non. Et qu'en plus, quand il y est allé avec
avec Gwen tout allait bien. Je sais pas, je me pose la question. Est-ce que Miyuki ne serait pas enceinte? Voilà. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est ma petite théorie perso là sur le moment. Je crois que je l'ai déjà évoqué justement dans l'épisode, je sais plus si c'était l'épisode dernier ou l'épisode encore avant, mais voilà, je pose ça là. Comme ça, si on me dit que j'ai tort, eh ben j'aurais tort, tant pis. Si j'ai raison, au moins je l'aurais vu venir. Un petit peu comme Eden Zero. Vous voyez, si vous avez suivi un petit peu ma lecture de chapitre de Eden Zero à l'époque. Donc voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres choses, d'autres petits éléments que vous auriez notés dans la série. Bien évidemment, sans spoiler si possible, ce serait plutôt une bonne chose. Et puis bah, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 8. Ça va être dur d'attendre. Allez, portez-vous bien. Bye.